Donc elle est constituée de deux parties rigides, liées l'une à l'autre en haut. Donc il y a une liaison pivot en haut qui permet d'avoir un déplacement des deux parties de cette balance. La partie de gauche, elle est constituée d'un support rigide qui est parcouru par un courant I, représenté sur l'exercice. On a une zone où il y a un champ magnétique, on a des arcs de cercle, plus une partie rectiligne, et ensuite on nous dit que la balance peut tourner dans le plan vertical autour du point O. Elle est utilisée à l'équilibre dans la configuration du schéma, sans champ magnétique, c'est-à-dire sans champ magnétique ni masse M, elle est à l'équilibre et le bras de droite est parfaitement horizontal. Donc on nous demande dans un premier temps de calculer le moment en haut des forces de la place. Donc ici, on va déjà commencer par calculer les forces de la place et ensuite leur moment. Donc je vous rappelle que force de la place, pour avoir une force de la place, il faut un courant et un champ magnétique. C'est l'intégrale de IDL vectoriel B. Donc forcément, il nous faut un courant et un champ magnétique. Donc toute la zone dans laquelle je n'ai pas de champ magnétique, je ne peux pas avoir de force de la place. Donc la force de la place va être non nulle. Si je remets ici la balance, il faut forcément que je sois dans la zone où il existe un champ B. Et donc moi je vais différencier les parties d'arc de cercle ici et la partie horizontale. Donc dans toutes ces parties, le courant est orienté dans ce sens et dans ce sens. Donc ailleurs, évidemment, la force de la place est nulle puisqu'il n'y a pas de champ B. Donc, ailleurs, F la place sera forcément nulle. Donc on va définir plusieurs points. On va définir le point, qu'est-ce qu'on peut prendre? C, le point D, le point E et le point F. Et on va calculer sur CD, sur DE et sur EF les forces de la place, puis leur moment par rapport à O. Donc sur CD et EF, le conducteur, c'est une portion de cercle, le conducteur est circulaire. Donc là, pour exprimer le DL, évidemment, je vais utiliser les coordonnées cylindriques. Sans quoi, c'est pas évident d'exprimer le DL qui permet d'exprimer la force de la place. Donc je vais prendre un point quelconque M et je vais construire une base. Hop, voilà. On va la construire plutôt en violet. La base ER Eθ. Donc vous pouvez faire un truc bien aligné, ER Eθ, avec Z qui viendrait ici vers vous. Et donc, sur cette portion, sur CD, le DL, c'est tout simplement R dθ Eθ, où R, c'est la distance OM. C'est la distance OC, c'est la distance OD. On nous dit que c'est un arc de cercle. Donc j'appelle R cette petite distance OM. D'accord? Et donc, la force de la place, comment elle s'exprime? La force de la place, elle s'écrit comme étant l'intégrale de IDL vectoriel B sur le segment CD. Et donc c'est l'intégrale sur le segment CD de I facteur de R dθ Eθ, produit vectoriel B qui est égal, bonjour Étienne, c'est pas grave, on vient de commencer, B qui est égal à B EZ, on nous dit que la norme de B, elle s'appelle B. Et donc ça nous donne, bonjour Mohamed, c'est pas grave non plus, l'intégrale sur CD de IBR dθ, et Eθ vectoriel EZ, ça fait ER, tout simplement. Alors si je veux la calculer exactement, alors en fait il n'y en aura pas besoin, on va voir pourquoi après, puisqu'en fait c'est une force centrale. Donc ceux qui ont un peu de réflexe sur la méca qu'on a faite, c'est une force centrale, donc le moment est nul par rapport à O. Alors si on avait souhaité la calculer quand même, ça peut être intéressant de voir comment on fait. Mais ici j'intègre par rapport à quoi? J'intègre par rapport à θ. Vous voyez que ma variable d'intégration c'est le petit élément dθ
ici. Donc j'intègre par rapport à θ, et donc mes bornes d'intégration, elles auraient été définies par les θ qui viennent définir les points C et les points D. Et donc il m'aurait fallu évidemment une référence de θ égale 0. Donc là, bon, on aurait pris la référence qui dans tous les cas se serait un petit peu annulée quand on aurait fait la soustraction. Mais on aurait pu par exemple prendre θ par rapport à la verticale, avoir θc ici, θd ici. Et donc ça nous aurait donné une force de la place qui aurait été égale à IBR facteur de θd moins θc ER. Ça c'est si j'avais voulu la calculer proprement. Ça va pour la force de la place? Sur l'arc de cercle? J'ai l'impression que mon point D a été placé... j'ai placé le n'importe comment, mais j'ai confondu avec le point bleu là. Il est là ici, hein, le θd. Donc voilà comment je l'aurais calculé. Ici j'en ai pas besoin. Force centrale, donc moment nul. Tout le monde est convaincu que le moment est nul pour cette force. Voilà, donc je vais pas plus loin, hein. Normalement, ça sert à rien d'aller jusqu'au bout. Moi je l'ai fait pour vous montrer comment on aurait fait dans un exercice où on voulait calculer la force et non pas le moment. Important de savoir le faire quand même. Donc de même, évidemment, si je fais le calcul sur sur EF, hein, je vais avoir une force centrale aussi. De même sur EF, le moment de F la place est nul. Je fais pas le calcul, c'est normalement évident, puisqu'on a également un arc de cercle, donc on va forcément avoir une force qui va être selon ER, et donc le moment va être nul. Donc il reste finalement DE, donc il ne reste que DE. Et donc on va calculer F sur DE, c'est l'intégrale de IDL vectoriel B sur le segment DE. Et cette fois-ci, ce qui change évidemment, c'est que je ne suis plus sur un arc de cercle. Je suis maintenant sur une portion rectiligne. Alors je vais remettre ma figure pour qu'elle soit propre et pas souillée de ce qu'on a pu faire avant. Donc là, évidemment, sur les points D à E, j'ai une portion rectiligne. DE et rectiligne. Qui dit DE rectiligne, j'ai envie d'utiliser les cartésiennes. Ça sert à rien de passer par des cylindriques pour un segment de droite. Donc là, je vais moi-même poser une base cartésienne. C'est pas très important. Je vais la poser sous la forme x, y, z. J'ai le droit de poser plusieurs bases. La base cartésienne, c'est une base globale, je vous rappelle, je peux la dessiner partout où je veux sur ma feuille, contrairement à celle de tout à l'heure qui était une base locale, permet de réviser un peu, qu'on peut dessiner que au point M. Donc dans ce cas-là, au vu de ma base x, y, z choisie, dans cette base, j'ai que le dl va être tout simplement égal à un dxex, et le champ B, je me suis arrangé pour que le EZ soit le même que tout à l'heure, il s'écrit toujours BEZ. Et donc j'en déduis que la force de la place sur DE, elle est égale à l'intégrale sur DE de I dx EX, produit vectoriel BEZ, ce qui va me faire quelque chose selon moins EY, donc ça va me faire moins l'intégrale de XD à XE de IB dx EY. IBF, donc ça c'est bon. La force va bien vers le bas. Donc elle s'applique au milieu et elle va vers le bas. B est homogène et uniforme sur cet exercice, donc je peux le sortir de l'intégrale. I ne dépend pas non plus de Y, de X pardon ici, et donc je trouve tout simplement moins IB fois la distance DE, et la distance DE d'après l'énoncé, c'est grand L. Donc voilà la force de la place sur DE. Je dois maintenant calculer le moment par rapport à O de cette force de la place. C'est ce que me demande l'exercice qui m'aide. Donc c'est par définition OM vectoriel F, où M est le point d'application de la force. Je vais peut-être pas l'appeler M, on l'a appelé N tout à l'heure, on va l'appeler
N ici. Donc ça fait ON croix FDE. Et ON, dans mes coordonnées cartésiennes que j'ai choisies, c'est moins AEX, attention. Je vais vers la gauche pour aller de O vers N. Et la distance d'après le petit dessin qu'on nous a fourni, c'est A, donc ça fait moins AEX. Produit vectoriel, moins IBL EY, ce qui me donne un moment qui vaut IABL EZ. Le moment de la force est selon plus EZ. Donc le moment de la force est selon plus EZ. Ça veut dire que la force m'entraîne dans la rotation dans le sens trigo, ce qui est bien cohérent au vu de la force qui me tire vers le bas. Donc elle me fait bien tourner dans le sens direct. Donc tout va bien au niveau du signe. Est-ce que ça va pour le calcul du moment des forces de la place? Essayez de faire ça proprement pour bien vous rappeler la méthode. Ok, super. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur, puisqu'on va devoir simplement compenser le moment qu'on vient de calculer avec le moment du poids. On déduire le lien entre B et M, à l'équilibre, comme d'habitude. À l'équilibre. On a que le moment par rapport à O de force de la place, plus les moments par rapport à O du poids. N a été pris où, Léa? Et alors N, je l'ai pris au milieu du segment DE, puisque le point d'application d'une force de la place, on avait dit ensemble que c'était le milieu du segment. En fait, je l'ai pris au niveau du point A, de la distance A, prolongé ici. On voit plus très bien ce que j'ai dessiné, mais Ocati, c'est bien ce qui me semblait. Donc à l'équilibre, la somme des moments est égale au vecteur nul, car le pivot est parfait. Et donc c'est à l'équilibre de rotation, évidemment. On se rappelle que on a un équilibre de translation avec les actions extérieures qui s'exercent sur le centre de gravité, un équilibre de rotation qui s'exerce au niveau du pivot ici. Le poids, évidemment, va s'appliquer ici. Donc le moment du poids va être tout simplement mg A', avec un signe qui va être négatif, puisque on tourne dans ce sens-là. Donc on se retrouve avec, alors, IABL EZ moins mg A' EZ égale vecteur nul. Pardon. Et donc on a bien que IABL moins mg A' est égal à 0. Et nous on cherche ici B. Donc B, bilan. B est égal à mg A' sur IAL. On va faire l'application numérique. Je vais remettre l'énoncé en dessous, juste pour l'application numérique. Donc application numérique, B égale, alors la masse, elle vaut 10 grammes. 10 grammes, ça fait 10 fois 10 moins 3 kg, donc ça fait 10 moins 2 kg. G, on va prendre 10, on s'embête pas. A', c'est 25 cm, donc 0,25. I, ça vaut 3. A, ça vaut 25 aussi. Ça, c'est bien, ça se simplifie. Et L, ça vaut 2 cm. Donc les 0,25 s'en vont. Le 10 moins 2 s'en va. Et donc ça fait 10 sur 6. Donc ça fait tout simplement 5 tiers. Donc ça fait 1,7 Tesla. C'est ça que vous avez? Ah, vous êtes trop fort. 1,635. Ah oui, vous avez pris 9,81, Mathieu, j'imagine.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Donc la seule partie un peu technique de cet exercice par rapport à ce qu'on a pu faire dans les autres, c'est qu'il y a une partie avec un arc de cercle. Donc après, je ne sais pas comment vous l'aviez rédigé quand vous l'avez cherché, mais bon, ici j'ai essayé de faire ça proprement en passant par les coordonnées cylindriques pour bien vous montrer comment on fait dans un cas qui ressemble à ça. C'est pas si facile hein, comme exercice. La seule chose, c'est comment vous avez su où étaient toutes les forces de la place. Alors, je sais pas que j'ai su, mais de ce que je sais avant tout, c'est que pour avoir une force de la place, il me faut un courant et un champ B. Alors, à quel endroit j'ai un courant? D'après l'énoncé, l'énoncé m'explique que j'ai un courant partout sur cette partie. Là, j'ai un courant, mais un courant seul ne suffit pas pour avoir une force de la place, il faut aussi un champ B. L'énoncé m'explique que le champ B, il est dans la zone grisée, ici. Donc les endroits où je suis susceptible d'avoir une force de la place, c'est l'intersection de la zone bleue et avec la zone orange. Et il reste que la partie que j'ai dessinée en dessous, c'est-à-dire cette partie-là. C'est le seul endroit où je suis susceptible d'avoir une force de la place. Il faut à la fois I et B. Si vous avez du courant mais pas de champ, ben vous n'aurez pas de force de la place. Si vous avez du champ mais pas de courant, vous n'aurez pas de force de la place. Après, vous avez mis trois forces. Alors, j'ai mis trois forces parce que j'ai décomposé mon calcul en trois pour me simplifier le travail. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est une portion d'arc de cercle. Ici, c'est une portion d'arc de cercle. Et ici, c'est une portion rectiligne. Donc, je ne peux pas traiter les trois segments d'un seul trait, d'un seul calcul. Je suis obligé de séparer à chaque fois mon calcul. C'est un peu comme quand on a fait la spire rectangulaire la semaine dernière. La spire rectangulaire, c'est un rectangle, mais pour calculer les forces de la place, je les ai calculées séparément sur chacun des quatre segments de mon rectangle. C'est toujours comme ça que vous procédez. On sépare toujours le calcul pour le rendre faisable. Vous pouvez pas écrire que DL c'est à la fois DXEX plus DZ EZ, alors que sur un seul segment, il n'y a qu'une seule direction. Ok, donc ça c'était le premier. L'autre je l'ai pas. Donc ensuite j'avais donné l'exercice 5. Pourquoi je l'ai pas? Je vais le rechercher ici. Juste pourquoi c'est force centrale? Bah, j'ai une force qui est purement radiale, puisqu'elle est portée par ER. Donc forcément c'est une force centrale. Elle est purement radiale ici. Bon, je vais reprendre ma petite photo. Voilà. Alors les cadres croisés. Je vais repartager finalement. Pas de souci, Hugo. Hop, voilà. Donc là j'ai mes cadres croisés qui sont arrivés. Donc c'est un exercice pas très compliqué non plus puisqu'on vous a énormément simplifié la modélisation avec le dessin, le schéma de droite. Donc on a deux cadres rectangulaires, C1, C2, identiques solidaires de surface S et qui sont suspendus au bout d'un fil attaché au bâti qui constitue l'axe OZ. On vous dit qu'ils sont mobiles en rotation autour de OZ. On a des intensités I1, I2. Il n'y a aucun courant électrique, contact électrique entre les cadres et leurs courants ne se mélangent pas. Ils sont placés dans un champ uniforme et constant. C'est mal dit, j'aime pas le mot constant. C'est stationnaire, mais c'est pas très important pour cet exercice. Horizontal. On nous demande de déterminer l'expression du rapport I1 sur I2. Donc ici, ça change un petit peu dans la mesure où on a des cadres, donc des spires rectangulaires. Donc on a cette fois-ci, on a bien du courant I et du champ B, donc on pourrait tenter de passer par les forces de la place. Mais si vous avez suivi le cours, que nous apporterait de passer par les forces de la place?
si on applique les forces de la place sur chacun des segments des cadres, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Somme des forces égale 0, oui. Ça, on avait démontré ensemble. Elles se compensent, et ensuite, quand je vais calculer leur moment, je vais retomber sur le fameux, la démonstration qu'on a faite ensemble en cours du moment du couple magnétique, hein. Donc on va retrouver l'expression du couple magnétique. Donc c'est pas indispensable de le refaire, c'est long à faire en plus, donc ne le refaites pas, on va retrouver l'expression du couple magnétique qui est admise. Donc on va directement utiliser les couples. Sinon ça va être beaucoup trop long. Donc encore une fois, comme d'habitude, à l'équilibre de rotation, eh bien on a que le moment du couple pour le cadre 1 plus le moment du couple pour le cadre 2 est égal au vecteur nul, car on n'a pas d'autres interactions qui interviennent ici, hein. Avec gamma qui est égal à m vectoriel b pour chacun des cadres. Alors ici on n'a pas un aimant. Avec un aimant c'est simple, on nous aurait donné m. Ici c'est pas un aimant, donc comment je peux trouver le moment magnétique de chacun des cadres? M égale SI, I fois S avec le vecteur surface, très bien, en effet, hein, pour une spire, je vous rappelle, et uniquement pour une spire, c'est comme ça qu'on l'avait défini d'ailleurs. On sait que M est égal à I fois S, ça c'est à connaître absolument parfaitement, si on veut pouvoir réussir à faire des exercices de ce type. Et donc ben, on a tout simplement gamma 1 pour le cadre 1 qui est égal à I1 fois S1 produit vectoriel B. Et donc on va aller calculer le produit vectoriel. Alors pour le cadre 1, on voit bien que S1 est dessiné ici. Ça c'est S1 et ça c'est B. Alors attention à ne pas confondre avec le DL de la force de Laplace qui est orienté dans le sens de I. Ici le vecteur S1 il est orthogonal au cadre 1. Donc il est bien dessiné comme on vient de le faire en bleu ici. Donc soit je pose une base XY et puis j'essaye de projeter les vecteurs, soit je calcule directement la norme de mon produit vectoriel en utilisant le produit des normes fois le sinus et je discuterai le signe à la fin. Ça fait donc I1 fois S1 fois B fois le sinus de l'angle entre les deux. L'angle entre les deux c'est celui-là qui vaut pi sur 2 plus θ. Ici j'ai un angle droit. Donc sinus de pi sur 2 plus θ. Et ensuite, je réfléchis au signe avec la règle de la main droite. C'est S vectoriel B que je dois calculer. Donc le pouce, c'est S. L'index, c'est B. J'ai le majeur qui plonge dans la feuille. Donc je vais mettre un moins UZ. Et ensuite, sin pi sur 2 plus θ, ça fait cos θ. Donc ça fait moins I1 S1B cos θ UZ. Cos θ est bien positif sur notre figure, donc on a un moment du couple qui est cohérent. On vient de perdre Mathieu. Alors pour le deuxième cadre, on est en train de perdre tout le monde là. On a S2 qui est ici, B qui n'a pas changé. Et donc cette fois-ci, on va avoir que gamma 2 est égal à I2S2 vectoriel B, qui est donc égal à plus ou moins I2S2B fois le sinus de l'angle entre les deux. Et l'angle entre les deux, c'est celui-là. Il vaut donc là on a θ, là on a θ, là on a pi, donc c'est pi plus θ. Mais si je prends pi plus θ, j'ai un sinus qui va être négatif. Donc il faut que je réfléchisse. Je vais prendre plutôt celui-là.
Celui-là, il vaut... Donc là, il y a pi sur 2, plus pi sur 2 moins θ. Ça revient. Pi moins θ, ce truc-là. Et ça, c'est un angle qui est plus petit que pi, donc le sinus va être positif, donc j'aurai pas de souci. Donc je vais prendre pi moins θ pour ma discussion. Et donc, avec un sinus positif, règle de la main droite, SB, pardon, ça va vers le haut, donc plus. Voilà. Et sinus de pi moins θ, ça fait sin pi cos θ moins cos pi sin θ, ça fait plus sin θ. Voilà. Pouvait-on utiliser S1? Oui, on pouvait projeter, oui. Je le ferai après si vous voulez, Mathieu, qu'on vérifie ensemble si c'est correct. Mais oui, oui, bien sûr. Et donc à l'équilibre, gamma 1 plus gamma 2 égale vecteur nul. Oups, pardon. Donc on se retrouve avec moins I1 S1B cos θ plus I2 S2B sin θ égale 0. Alors est-ce qu'on a les surfaces qui sont les mêmes ou pas du tout? Les deux surfaces sont les mêmes, le champ est le même. On nous demande le rapport I1 sur I2. Là ça devient très simple, hein. Les surfaces sont les mêmes, le champ est le même, hein. Et donc il reste I1 sur I2 égale cos θ sur sin θ, donc égal à 1 sur tan θ. Non, c'est l'inverse. Il faut que je retrouve mon I1 cos θ. Hop, pardon, sin θ sur cos θ. Ça fait tan θ. Ça fait bien I1 cos θ plus I2 sin θ égale 0. Ok. Est-ce que ça va pour ce calcul? Alors je suis peut-être allé un peu vite sur la manière de déterminer les couples avec le produit, la norme du produit vectoriel. J'avais fait une petite discussion sur l'angle, simplement je voulais un angle positif, un angle, enfin pas un angle positif, mais un angle tel que le sinus soit positif pour discuter du signe. Si j'avais mis pi plus θ, le sinus de pi plus θ étant négatif, j'aurais dû mettre un moins ici, ce qui est peut-être moins intuitif pour vous quand vous réfléchissez au signe. Donc bon, après vous auriez bien vu que de toute façon il fallait qu'il y ait un moins et un plus dans les deux moments, donc vous en seriez sorti. Donc pour revenir sur la question de Mathieu, en effet on pouvait projeter les vecteurs S1 et S2. Donc S2 est ici. Donc on pouvait tout simplement écrire que S2, donc quand θ vaut 0, S2 est porté par moins UX, donc ça fait moins S2 cos θ UX. Alors S2 c'est la norme c'est S, et quand θ vaut pi sur 2, il est porté par moins UY, ça fait moins S sin θ UY, et donc IS2 vectoriel B, ça serait égal à moins IS cos θ UX moins IS sin θ UY. Produit vectoriel BUX. UX vectoriel UX fait le vecteur nul. Il resterait UY vectoriel UX qui fait moins UZ. Ça ferait donc plus ISB sin θ UZ. On retrouve bien le résultat précédent. I2 ici. I2. Donc vous aviez raison, votre S1, vous aviez mis moins sin θ plus cos θ. Pour S1, si θ vaut 0, ça fait UY, ça c'est bien. Et si θ vaut pi sur 2, ça fait moins UX. Parfait, Mathieu. Donc voilà pour ces deux petits exercices. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ok. Donc je vais déjà arrêter cet enregistrement là, ça nous fera la partie exercice.